Il n'est pas torturé selon les méthodes habituelles de la Gestapo. Il est logé dans un hôtel de luxe, l'hôtel Métropole pour être précis, lequel a vraiment été le quartier général de la Gestapo à Vienne à cette époque. Simplement, la fenêtre de la chambre de Maître B est grillagée. Il ne bénéficie d'aucune distraction et surtout d'aucune lecture. Il ne peut voir personne et pas même entendre une voix. On lui retire sa montre pour qu'il perde toute notion de temps, ainsi que tous les objets avec lesquels il pourrait porter atteinte à sa personne. Il ne sort que pour subir ces interrogatoires, lesquels restent relativement polissés s'agissant de la Gestapo. En réalité, les nazis escomptent qu'il va craquer sous la pression de l'isolement. C'est une torture à petit feu, pour ainsi dire, qui consiste à le détruire psychiquement, voire à le conduire à un état de fatigue et de désespoir, où il suppliera pour qu'on l'écoute dire tout ce qu'on attend de lui et pour qu'on mette fin à son calvaire. Et en effet, il tourne en rond dans sa chambre pendant 4 mois et voit défiler chaque seconde comme une éternité, tant l'inaction et l'ennui lui tombent dessus à la manière d'une chape de plomb. Le voilà presque à bout de nerfs, quand un jour, alors qu'on le fait attendre dans l'antichambre du bureau où il doit être interrogé, il aperçoit un livre qui dépasse de la poche d'un manteau pendu à un crochet. Un livre, un texte, une pensée, c'est-à-dire une forme d'évasion. Mais le livre est loin. Il faut se diriger vers lui sans attirer l'attention, le faire glisser de la poche et le coincer contre sa hanche. Pourtant, il y parvient. Et revenu dans sa chambre, il attend un instant avant d'en regarder la couverture, comme pour savourer ce moment où il va enfin sortir de l'ennui. Il espère qu'il s'agit d'un exemplaire d'Homère ou de Goethe, voire à la rigueur du Code civil, car cela lui permettrait de supporter la torture de l'enfermement. Cet espoir n'est d'ailleurs pas anodin, puisque la culture et le droit, la civilisation et la légalité, c'est tout ce que le nazisme nie le plus fortement. Alors, il regarde enfin le livre et, désespéré, découvre qu'il ne s'agit que d'un simple manuel d'échecs contenant la description de 150 parties de grands maîtres. Lui, qui est un homme plutôt lettré, il n'y trouve imprimé qu'un langage mathématique. A1, C4, H2, voilà la langue avec laquelle il va devoir se confronter. Mais à tout prendre, c'est toujours mieux que rien quand il s'agit d'échapper à la folie. Que va-t-il pouvoir bien faire d'un tel livre, alors qu'il ne s'est jamais vraiment intéressé aux échecs? Et d'ailleurs, Zweig lui-même, dans son autobiographie, ne parle des quelques parties d'échecs disputées dans sa jeunesse que de façon très évasive. À ce sujet, le personnage de Maître B dit « Je n'ai jamais été un adepte sérieux de cet art, pour la bonne raison que je l'ai toujours pratiqué sans y penser, et uniquement pour mon plaisir. Quand je passe 1 heure devant l'échiquier, ce n'est nullement pour me fatiguer, mais au contraire, pour me délasser de l'effort intellectuel. » Fin de citation. Alors que va-t-il faire? Eh bien simplement, il va apprendre les parties décrites dans le livre et les jouer. D'abord en s'aidant des carreaux d'un drap et avec de la mie de pain roulée en boule en guise de pièces. Puis, peu à peu, il va visualiser l'échiquier dans sa tête et se projeter dans son imaginaire pour inventer de nouvelles parties. Mais il faut comprendre à quel point la chose est difficile, car non seulement il est nécessaire de se représenter mentalement l'échiquier, se souvenir de la position de chacune des pièces et de leur déplacement au fur et à mesure de la partie, mais surtout, Maître B doit se scinder lui-même en 2 instances psychiques pour faire comme s'il n'était pas au courant de sa propre stratégie quand il jouait le coup précédent. Il est à la fois l'un et l'autre, du côté des Blancs
et des Noirs, à l'attaque de lui-même et défenseur contre ses propres coups. Si bien qu'en quelques semaines, ne faisant plus que cela, étant complètement absorbé par cette occupation, et les interrogatoires de la Gestapo n'étant plus que des interruptions importunes dont il se moque totalement désormais, il sombre rapidement dans la folie. Il ne vit plus que pour les échecs, à la recherche d'une partie parfaite dont personne ne pourra jamais être le témoin, car personne n'a accès à ses pensées, et parce que privé de stylo, il ne fait aucune transcription. Écoutons-le au moment où il explique à quel point une telle chose est difficile, et même impossible, et qu'elle va le conduire progressivement aux limites de la folie. Comme je jouais dans l'espace abstrait de l'imagination, pardonnez-moi de vous imposer cette plongée dans la démence, il me fallait prévoir avec 4 ou 5 coups d'avance ce que joueraient les blancs et ce que joueraient les noirs, c'est-à-dire envisager toutes les combinaisons possibles à partir de 2 cerveaux, en quelque sorte, celui des blancs et celui des noirs. Mais le dédoublement de la personnalité n'était pas encore le pire danger de cette ténébreuse expérience. Le pire, c'est que la nécessité d'inventer moi-même des parties m'ôtait soudain le sol de sous les pieds. Dans les semaines précédentes, quand je me bornais à rejouer des parties de maître, je ne faisais au fond que reproduire ou reprendre un matériau donné, ce qui n'était pas plus fatigant que d'apprendre par cœur des poèmes ou des articles de loi. C'était une activité bien encadrée et à ce titre disciplinée, un parfait exercice spirituel. Mes 2 parties du matin, mes 2 parties de l'après-midi représentaient un pensum bien défini dont je m'acquittais sans la moindre excitation. Elles me tenaient lieu d'occupation normale. Mais à partir du moment où j'essayais de jouer contre moi-même, je commençais involontairement à me lancer des défis. Mes 2 moi, celui des Noirs et celui des Blancs, se trouvaient en rivalité et cédaient chacun de son côté à une impatience de vaincre, de gagner. Quand j'étais les Noirs, j'attendais avec fièvre le coup qu'allaient jouer les Blancs, c'est-à-dire moi encore. Chacun de mes moi triomphait quand l'autre commettait une faute, tout en s'irritant contre sa propre maladresse. Tout cela paraît absurde, et de fait, cette schizophrénie artificielle, ce dédoublement de la conscience, dont le contre-coup était une excitation malsaine, serait impensable chez un être normal placé dans une situation normale. Mais n'oubliez pas que j'avais été violemment coupé de toute normalité, que j'étais un détenu incarcéré sans être coupable de rien, qu'on soumettait depuis des mois à la torture raffinée de l'isolement et qui rêvait de défouler sur un objet quelconque sa colère accumulée. Et comme je n'avais que cet absurde jeu contre moi-même, j'y déchaînais toute ma rage vindicative. Une part de moi voulait avoir gain de cause, et je n'avais à combattre que cet autre moi intérieur. Quand je jouais, je me mettais donc dans un état d'excitation presque maniaque. Fin de citation. Finalement, à la suite d'un incident dont il perdra le souvenir et où il se blessera à la main, il sera transféré dans un hôpital et ensuite libéré par la Gestapo, ce qui du reste peut paraître assez étonnant. En réalité, Maître B est psychiquement atteint. Il devient monomaniaque. Il considère même que la torture dont il a été victime et qui l'a poussé à aller toujours plus loin dans cet exercice mental est d'autant plus terrible que celle mise en œuvre dans les camps, même s'il ne lui restera physiquement qu'une cicatrice à la main. Désormais, pèsera toujours sur lui le danger de retomber dans la folie mathématique du jeu, comme un alcoolique qui un jour de fête reprendrait un verre. Comprenons bien que Maître B n'éprouvait aucun plaisir lors de ses parties contre lui-même, tout seul dans sa chambre. Il s'agissait pour lui d'une torture redoublée à celle de la Gestapo, mais qu'il s'imposait à lui-même pour échapper à la première. Pourquoi ? Eh bien parce que si les échecs sont un jeu mathématique, ce sont des mathématiques qui n'ont aucune visée particulière hors d'elles-mêmes, et qui en ce sens s'exercent à l'infini, mais sur un terrain clos, celui des 64 cases. Or, le fait de dominer un adversaire que l'on a face à soi
de l'autre côté de l'échiquier, peut en soi être considéré comme un objectif suffisant pour donner un sens au jeu et ainsi le justifier. Mais dès lors que le personnage joue contre lui-même, qui plus est dans une situation où tout se passe dans sa tête, le jeu lui-même ne se justifie plus en tant que jeu, mais devient une torture, où la victime est son propre bourreau. Et ainsi, la raison pour laquelle Maître B a failli sombrer définitivement dans la folie, c'est qu'il a focalisé toutes les ressources de son intelligence à chercher une sortie alors qu'il était coincé dans un labyrinthe avec des millions de possibilités, mais dont aucune ne lui offrait la moindre issue. Confronté à lui-même, il était simultanément vainqueur et perdant, à chacune de ses parties, comme s'il s'annulait lui-même à chacun de ses coups, à chacune de ses pensées. De la même manière, chacune de ses parties, et il en a disputé des milliers, dit-il, lui permettent à la fois d'échapper à la folie que fait peser sur lui l'ennui et l'enfermement, et dans le même temps le précipite vers elle, car tous ses calculs sont vains et dérisoires. Les échecs sont donc décrits ici tout à la fois comme un remède et un poison. C'est ce que les Grecs appelaient pharmakon, et qui donnera en français le mot pharmacie. Cette proximité du mal et de son remède est d'ailleurs illustrée par l'endroit même où Maître B trouve le livre supposé le sortir de sa torpeur, puisqu'il le prend dans la poche du manteau d'un officier allemand. Manière de dire également que les échecs peuvent être joués par n'importe qui, n'importe quel genre de personnage, et qu'ils sont en ce sens à considérer comme un jeu universel, n'appartenant à aucune culture en particulier, mais à toutes en général. Y jouer peut être un plaisir pour n'importe qui, à condition qu'on apprécie un minimum d'effort intellectuel. Mais cela peut également s'avérer un risque pour un joueur d'un certain niveau qui le prendrait un peu trop au sérieux s'il y cherche autre chose et qui serait de l'ordre d'une liberté métaphysique. Pourquoi ? Eh bien simplement parce que les échecs nous laissent entrevoir une idée de l'infini, du fait qu'il y a une infinité de combinaisons possibles, et donc nous permet d'imaginer ce que serait une liberté absolue offerte à celui qui maîtriserait parfaitement ses coups. Pour autant, une telle liberté ne peut conduire qu'à l'absurde. C'est en ce sens que l'auteur écrit, à propos des échecs, qu'il relève, je cite, d'une pensée qui n'aboutit à rien, une mathématique qui ne calcule rien, un art sans œuvre, une architecture sans substance. Fin de citation. Une pensée, une mathématique, un art, parmi les plus raffinés, certes, mais qui pour autant ne font que danser au-dessus du néant, qui fascinent, mais nous entraînent sur des chemins qui ne mènent qu'à eux-mêmes. D'où peut-être une certaine forme de poésie, voire de romantisme, qui vient se glisser subrepticement et sans s'annoncer dans l'infini du calcul du jeu.